Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Dialogue Vitam, l'obésité, la science pour combattre les préjugés et la stigmatisation. Mon nom est Thomas Prévéro, je suis auxiliaire de recherche de premier cycle dans l'équipe de Mathieu Ménier à Vitam. Et avant de débuter le dialogue d'aujourd'hui, je vais commencer par la reconnaissance du territoire. Donc, Vitam, l'Université Laval et le CIUS de la capitale nationale rendent hommage aux premiers peuples des lieux sur lesquels ils se situent et qui nous permettent de nous rassembler aujourd'hui. Il s'agit des terres des peuples Wendat, Wabanaki, Abénaki et Innu. Pour vous dire quelques mots sur les dialogues Vitam, il s'agit d'une initiative de Vitam, centre de recherche en santé durable qui est situé à Québec et affilié à l'Université Laval, ainsi qu'au CIUS de la capitale nationale. Les dialogues sont des rencontres virtuelles destinées à toutes les citoyennes et tous les citoyens, ainsi que les organismes communautaires, les actrices et acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, les chercheuses et chercheurs, ainsi que les étudiantes et étudiants. Ce sont des rencontres qui ont pour objectif d'échanger dans un contexte interactif et convivial sur un sujet d'actualité ou d'intérêt de la santé durable à partir de connaissances provenant de la recherche, de la pratique et de l'expérience citoyenne, ainsi que celle d'usagères et d'usagers. Je tiens également à souligner la contribution de la Direction de l'enseignement et des affaires universitaires du CIUS de la capitale nationale pour l'organisation de l'activité d'aujourd'hui. Cette activité est intégrée à la mission universitaire de l'Institut universitaire de première ligne en santé et en services sociaux du CIUS de la capitale nationale. Nous les remercions pour leur précieux soutien. Alors, avant de passer la parole à notre animateur et nos panélistes, quelques rappels pour le bon déroulement. Donc, officiellement, l'activité dure 1 heure, donc jusqu'à 13 heures, mais on vous invite à rester pour une deuxième portion qui sera des échanges un petit peu plus informels jusqu'à 13h30. Vous pouvez noter que l'activité sera enregistrée et diffusée en ligne et tous les micros et caméras seront désactivés, donc prière d'utiliser le chat pour que je puisse transmettre vos questions aux panélistes. Alors, à tout moment, vous pouvez l'utiliser et sans plus attendre, je cède la parole à notre animateur, Jean-Pierre Després, qui est professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval et directeur scientifique de Vitam. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup, Thomas, pour cette introduction. Puis merci pour ton engagement à participer à ces activités-là dans le cadre des dialogues Vitam. Je tiens à remercier les participants au panel, mais aussi ceux qui assistent à ce dialogue. Vous êtes 230 quelques à vous être inscrits à cette activité, puis on voit le nombre de participants augmenter au fur et à mesure que les minutes passe. Par ailleurs, vous venez de la grandeur, provenez de la grandeur du territoire québécois. Alors, on a des gens des CIS, des CIUS, beaucoup de professionnels de la santé. Ça montre l'intérêt, encore une fois, pour la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, je vais présenter nos panélistes dans une couple de minutes, mais dans un premier temps, donc, l'objectif de cette discussion-là aujourd'hui, qu'on aura avec des gens, des personnes lumineuses et inspirantes, c'est de reconnaître les impacts des préjugés et fausses croyances entourant les personnes qui vivent avec l'obésité qu'on va redéfinir aujourd'hui. Personnellement, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, que j'aimerais voir même disparaître de notre vocabulaire. Et on va demander à nos panélistes justement de réagir à leur vécu, mais aussi à nous proposer des suggestions. Et il est clair, vous savez qu'on ne va pas tout régler en 55 minutes de dialogue sur ces enjeux-là, mais on espère que ce dialogue-là va vous sensibiliser à la nécessité de complètement reconfigurer notre façon d'aborder ces enjeux-là. Alors, sans plus tarder, j'aimerais dans un premier temps vous présenter nos panélistes et je vais leur demander donc brièvement de se présenter. On va commencer par les personnes les plus importantes. Benoît, on va commencer par Marion et Virginie. Marion. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marion Queneau, j'ai 35 ans. Ça fait à peu près 7 ans et demi que je vis à Montréal. Avant ça, j'étais en France, puis avant ça, j'ai vécu en Afrique centrale, en fait, toute mon enfance où j'ai grandi. Puis, je suis vidéaste de métier, fait que c'est ça. Je pense que ça fait un peu le tour rapidement de qui je suis. Merci beaucoup, Marion. Virginie?
Bonjour, bonjour à tout le monde. Premièrement, merci de l'invitation. Je m'appelle Virginie Blanchette, je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheuse à Vitam. Mais avant tout, je suis une personne et je suis une citoyenne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est très cher parce que je travaille pas du tout dans cette problématique-là, mais c'est un enjeu et c'est une situation qui me porte et qui me définit parce que c'est un combat pour moi de vivre dans un plus gros corps. Donc, je suis ici à titre de citoyenne et ben, ça me fait plaisir de m'engager sur cette cause-là. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Virginie. Benoît? Bonjour à toutes et à tous. Benoît Arsenault, moi je suis professeur au département de médecine de l'Université Laval, chercheur aussi à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, à Québec justement. Puis je vais d'abord déclarer mes conflits d'intérêts. J'ai été formé à la maîtrise et au doctorat par notre animateur aujourd'hui, le professeur Després. Donc, j'en ai appris pas mal sous son aile au cours des 20 dernières années sur l'obésité en général, mais surtout sur les nuances et les mythes qu'on doit déboulonner aussi. Donc, moi, j'ai une partie de mon programme de recherche qui touche à cette question. Je m'intéresse beaucoup aux aspects génétiques, la santé cardio-métabolique en général, les maladies cardiovasculaires, le diabète, aussi les aspects génétiques qui influencent notre poids corporel. Puis, je m'implique aussi de plus en plus dans diverses organisations à essayer justement de prendre la parole dans l'espace public pour justement déconstruire certaines préconceptions qu'on peut avoir en ce qui a trait l'impact du poids corporel sur la santé. Puis, je suis très content ici d'en parler avec Virginie et Marion. Donc, j'ai très hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Benoît. Alors, dans un premier temps, comme on a beaucoup, on vous remercie pour votre intérêt de professionnels de santé de tout le Québec, mais vous me permettrez de mettre la table les 15 premières minutes pour présenter un petit peu de quelques concepts pour justement briser des mythes par rapport à ce qu'on appelle l'obésité en tant qu'enjeu de santé. Alors, si vous me permettez, donc, on va y aller avec quelques diapositives. Alors, voyez, là, vous me voyez avec un sarrau blanc pour faire savant, là, avec des collègues de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. On est très fiers de la science qu'on a mis dans la littérature médicale et scientifique. Puis justement, Benoît Arsenault y a contribué. Il fait partie des chercheurs-chercheuses qu'on a formés. Ça fait presque 40 ans que je fais de la recherche sur ce qu'on appelle les maladies chroniques de société. Et malheureusement, le constat que je fais après presque 40 ans de recherche, c'est qu'il existe un immense écart entre ce qu'on sait puis ce qu'on vous dit. Puis je vais utiliser justement le terme obésité pour illustrer mon propos. Alors, la personne que vous voyez à droite ici, qui a fait la page couverture du magazine Time, imaginé en 1961, c'est un physiologiste américain très, très connu, Ancel Keys, qui a développé un indice. On prend votre poids en kilos sur votre taille en mètres qu'on élève au carré, l'indice de masse corporelle. Ce n'est pas lui qui a inventé ça, mais disons que c'est lui qui l'a beaucoup publicisé parce qu'il a montré à l'échelle de la population que plus notre indice de masse corporelle est élevé, comme vous voyez sur la courbe ici, là, bien, plus votre risque de développer des maladies puis votre risque de mortalité augmente. Et donc, c'est devenu cet indice de masse corporelle-là. Vous voyez ici en fonction de la courbe. Je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. Peut-être quelqu'un me confirmer si vous voyez ma petite flèche. On la voit. Parfait, merci. Alors, vous voyez que à l'échelle de la population, donc, plus notre indice de masse corporelle est élevé, bien, plus notre risque de développer des maladies, notre risque de mortalité augmente. Et donc, bien des organisations dans le monde ont défini l'obésité comme étant associé à un indice de masse corporelle égal et supérieur à 30. Pourquoi? Parce qu'on voit le risque de mortalité, de maladies qui augmente. Et donc, ce qu'on entend beaucoup dans les médias, puis véhiculé par certains professionnels de la santé, bien, en fait, un bon pourcentage de professionnels de la santé, c'est que l'obésité, c'est une maladie, puis la solution, c'est de perdre du poids. Bien là, je vais vous ramener 45 ans en arrière lorsque j'ai fait mes propres travaux de doctorat
où j'examinais la relation entre différents indicateurs d'adiposité puis la santé. Puis ce que je trouvais, imaginez, là, on parle du début des années 80, c'est qu'un indice de masse corporelle de 30, vous voyez la flèche qui va de haut en bas ici, bien, il y a des gens qui n'avaient pas de problème de santé avec le même indice de masse corporelle, alors qu'il y en avait d'autres qui avaient effectivement des facteurs de risque. Donc, on s'est rendu compte que ce fameux indice de masse corporelle, pour décrire le comportement de population, de millions d'individus, ça peut toujours aller, mais pour vous diagnostiquer si vous êtes en santé, vous êtes malade, ben, c'est tout à fait inadéquat. Et donc, en 1983, le chef du département de médecine interne de l'Université de Zakol, Dr. Matsuzawa, était le premier au monde à utiliser l'imagerie. Vous savez, ces gros lifesavers qu'on a dans nos hôpitaux. À l'époque, c'était la tomographie axiale. Maintenant, on utilise la résonance magnétique, où on fait carrément, il a été le premier au monde à montrer des coupes abdominales. Et ça, c'était dans un échantillon de convenance, une coupe de douzaine de patients, où il a montré, vous voyez ici en noir, des différences individuelles spectaculaires dans la façon dont on accumule la graisse abdominale. Alors, il a décrit cette condition-là. Ici, vous voyez ici en noir, la cavité abdominale est bourrée de graisse, très peu de graisse au niveau sous la peau. Donc, pour l'expliquer en québécois, un bedon dur. Alors qu'ici, vous voyez, c'est très peu de graisse dans la cavité abdominale avec une accumulation importante de graisse sous-cutanée. Alors, à l'époque, c'était de l'anecdote, mais il a fait ça sur une couple de douzaines de patients, puis il a dit, bien, ce patient-là, il est malade, celui-là, il n'est pas malade. Et donc, il a dit, il faudrait porter attention à ce phénomène-là. Et donc, lorsque j'ai établi mon laboratoire, imaginez, ce n'est pas d'hier, en 1986, je me suis mis à scanner comme ça des volontaires, des hommes et des femmes. Et effectivement, après quelques années, on a colligé des données de 86 à 89. Et donc, je salue ici un médecin spécialiste américain, le Dr. Edwin Bierman, qui a été le premier à s'intéresser à nos travaux et qui m'a permis de résumer nos travaux initiaux dans le premier article de synthèse que j'ai écrit sur l'obésité viscérale. Et ce que vous avez ici, c'est deux individus qui ne rencontrent pas les critères de diagnostic de l'obésité sur la base de leur IMC. Mais vous voyez ici, celui-là dans le haut a plus de graisse dans sa cavité abdominale, c'est illustré en gris clair ici par rapport à celui du bas. Bien, celui-là avait une tension artérielle augmentée, des problèmes de transport de lipides, un prédiabète, alors que celui d'en bas est en parfaite santé. Alors, évidemment, je ne vous ferai pas une conférence là-dessus ce midi, on va sauter des décennies, mais ça, c'est simplement pour vous montrer que des milliers de participants plus tard, avec des nouvelles techniques d'imagerie comme la résonance magnétique, on a été en mesure de montrer que si vous avez de l'obésité viscérale, et ce, indépendamment de votre poids, je tiens à le souligner, indépendamment de votre IMC, bien, vous êtes à risque de faire un foie gras, c'est la recette du foie gras humain. Vous êtes à risque de faire un cœur qui est enveloppé d'une graisse qu'on appelle épipéricardique, puis vous avez un muscle squelettique qui est tout persillé de gras. Donc, vous voyez, ce gras par en dedans, peu importe l'IMC, c'est ce qui augmente votre risque de diabète, c'est ce qui augmente votre risque de développer des maladies chroniques. Et ça n'a rien à voir avec votre IMC. Et par ailleurs, on s'est aussi beaucoup intéressé à d'autres complications au-delà du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires. Il y a maintenant des données qui montrent, encore une fois, qu'indépendamment de votre poids, si vous avez cet excès de graisse viscérale-là, c'est associé à des changements dans la structure et la fonction de votre cerveau. C'est un facteur de risque pour le déclin cognitif. C'est un facteur de risque, donc, pour les accidents vasculaires cérébraux. C'est un facteur de risque, imaginé, pour la démence. Mais ça n'a rien à voir, encore une fois, avec votre poids. Et par ailleurs, imaginez, en 1991, on avait proposé que cette graisse-là, dans les fesses et les cuisses, elle n'était pas dangereuse. Eh bien, maintenant, on a des données. Je vous montre ici des données qui viennent des données américaines de mon bon ami cardiologue, Dr. Ian Nealon, qui vous montre ici la relation, l'incidence de maladies cardiovasculaires en fonction de quintile d'adiposité viscérale dans un groupe d'un peu moins de 1000 personnes qui avaient un diagnostic d'obésité en fonction des critères classiques de poids. Et ce que vous avez ici, quintile 1 à quintile 4, bien, ça va de quintile 1, c'est le 25 de l'échantillon qui a le moins de graisse viscérale. Quintile 4, celui qui a le plus de graisse viscérale. Et tel qu'attendu, bien, vous voyez que ceux qui avaient beaucoup de graisse viscérale, bien, l'incidence cumulative d'événements cardiovasculaires augmentait dans le suivi avec le temps. Ça, c'est un résultat attendu quand on connaît le risque de l'obésité viscérale. Mais regardez ici, en anglais, le lower body adipose tissue, plus les participants avaient de la graisse dans les cuisses et les fesses, plus ces participants-là étaient protégés, plus le risque de maladie cardiovasculaire n'était pas neutre, là, il était plus faible.
Et donc, c'est une question à poser. Êtes-vous cutané ou vous êtes viscéral? Et ça n'a rien à voir avec votre poids. Et moi, je peux vous dire qu'à 40 ans, j'ai découvert que j'étais viscéral parce que je m'étais étudié avec un indice de masse corporelle. Mon médecin m'aurait dit, Jean-Pierre, tu es à 24,5, tu as un IMC qui correspond au poids santé. Alors, vous voyez à quel point on est complètement à côté de la plaque si on pose notre diagnostic, votre évaluation de profil de santé sur la base de l'IMC. Et imaginez, ce n'est pas d'hier, ça date plus de 30 ans maintenant qu'on avait proposé que, indépendamment de votre IMC, si votre tour de taille est augmenté, bien, vous êtes plus à risque d'avoir cette graisse abdominale dangereuse-là. Et ça a été reçu avec scepticisme il y a longtemps. On a maintenant plein d'études internationales. En voici une qui vient de la clinique Mayo aux États-Unis, 650 000 personnes qui ont été suivies pendant 9 ans. Et ce que vous avez ici, c'est le risque de mortalité en fonction de catégorie d'IMC. On va en prendre une normale. Ici, vous voyez, de 22,5 à 25. Alors là, vous avez, si vous entendez nos discours publics habituels, bien ça, vous avez le poids santé. Mais ce que vous avez là, ici, c'est le risque de mortalité associé à des augmentations progressives de 5 cm du tour de taille. Pourtant, tout ce beau monde-là a un poids santé. Regardez la relation parfaitement linéaire entre des augmentations progressives de 5 cm du tour de taille et le risque de mortalité, et vous avez ça partout. Vous savez, quand je présente cette diapositive-là à des médecins, je leur dis, si vous basez votre évaluation du risque sur la base de l'IMC, c'est du gros n'importe quoi. Vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que vous faites. Alors, posons-nous déjà la question, comment se fait-il qu'on parle encore du poids, du contrôle du poids, puis qu'il n'y a pas une campagne nationale pour éduquer les Québécoises et Québécois à l'importance de mesurer son tour de taille? Et c'est pour ça que Benoît Arsenault est avec nous aujourd'hui. Non seulement il a eu le plaisir, je ne dirais pas que je l'ai formé, là, parce qu'il est beaucoup plus jeune et brillant que moi, mais vous voyez ici qu'on a publié ensemble un article et Benoît est très, très présent dans la sphère publique pour critiquer justement les approches traditionnelles par rapport à l'obésité mesurée par l'IMC. Et ça, c'est un article qu'on a publié ensemble l'année dernière qui montre encore une fois les limites simplement du pèse-personne. Et donc, pour expliquer tout ça, ce que je vous raconte très, très brièvement parce que je n'ai que 15 minutes ce midi, j'ai écrit un livre grand public pour combler ce fossé-là que j'ai appelé « La révolution active, la gestion de la maladie à la promotion de la santé » pour lequel je ne retire aucune redevance, donc je ne fais pas un sou avec la vente de ce livre-là. Et malheureusement, ce qu'on montre, les images qu'on montre de l'obésité dans les médias, lorsqu'on fait des reportages, c'est très stigmatisant. On les montre souvent en train de manger de la malbouffe. Donc, plutôt que de vous montrer des gens, je vais vous montrer des avatars, puis on va aller voir ici un avatar d'un homme qui a un indice de masse corporelle à 30. Et je peux vous dire, je fais 2-3 conférences grand public à toutes les semaines et les dames me disent, il est correct, ce monsieur-là, là, il est pas, il est normal, c'est le Québécoise moyen. Regardez ici, ce couple-là qui a un IMC à 30. Ça remplit nos espaces publics, nos arénas, il y en a partout. Est-ce qu'on va dire à 58 millions des adultes canadiens qui ont un léger surpoids ou qui sont dans cette fourchette d'obésité-là, qui sont tous malades, vous voyez bien que c'est du gros n'importe quoi. Ce que j'explique plutôt simplement dans mon ouvrage, c'est que le poids n'est pas la bonne cible, puis il y a 4 signes vitaux qu'on doit suivre. Le tour de taille, facile de le mesurer. Votre niveau d'activité physique aussi, c'est beaucoup plus important que votre poids. Les bénéfices indépendants. Être en forme ou pas, ça a des bénéfices indépendants et la qualité de votre alimentation, là, indépendamment des calories consommées, va avoir un impact spectaculaire sur votre santé. Puis vous voyez, là, on n'a même pas abordé la question du poids. Juste donner un exemple très pratico-pratique ici, une étude de Simone Lemieux quand il était dans mon laboratoire, une image que j'ai mise dans mon ouvrage grand public, des femmes qu'on a suivies pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ces femmes-là n'ont pas pris de poids. Alors, si vous êtes leur médecin, vous dites, Madame Tremblay, ça va bien, vous n'avez pas pris de poids, ça va bien. Mais si vous mesurez leur adiposité viscérale, elle a augmenté de 30 %, le tour de taille a augmenté de 4 %, ils ont perdu de la masse musculaire. Donc, le pèse-personne ne reflète pas les changements importants qui ont été opérés durant ce suivi de 7 ans-là de ces femmes-là. Alors, vous voyez que le suivi du poids est nettement insuffisant et j'explique dans le livre comment faire son auto-mesure du tour de taille. Et en terminant, parce que je fais de la recherche dans ce domaine-là depuis 40 ans, on m'a invité à être un des commissaires, un des 56 commissaires qui a été invité par le Dr Francesco Rubino, qui est professeur au King College à Londres, à répondre à une question très, très simple. Est-ce que l'obésité, c'est une maladie, oui ou non?
Et on m'a demandé de présenter ce que je vous présente ce midi très, très rapidement. Et on en est arrivé à la conclusion que puis on déchirait notre linge, là, les commissaires. Il y en avait 50% dont je suis qui disaient c'est pas toujours une maladie. Puis il y avait 50%, ça reflétait leur biais, là, qui disaient c'est une maladie. Alors, 30 ans plus tard, on en est arrivé finalement, après 18 mois de discussion, à parler d'obésité clinique qui serait plus définie sur la base du poids, mais sur, encore une fois, la répartition de la quantité de graisse et la répartition de cette graisse est basée sur toute une série de maladies. Et là, la personne est malade. Elle est malade parce qu'elle a une adiposité qui cause une maladie. Et donc, on parle maintenant d'obésité clinique qui va être diagnostiquée sur la base, encore une fois, de symptômes, et on veut soulager les symptômes du patient sans même parler de perte de poids. Et on parle d'obésité clinique où là, on a des gens qui ont un diagnostic peut-être d'une graisse excessive, mais qui ne sont pas encore malades. Et suite à cette publication-là, j'ai eu l'opportunité de donner énormément d'entrevues dans les médias et ça m'a permis, j'espère que ça va se poursuivre. J'ai reçu de vous, les citoyens qui écoutaient, citoyennes qui écoutaient aujourd'hui, des témoignages extrêmement touchants en disant merci d'éduquer les professionnels de la santé à la nécessité d'arrêter de parler d'obésité en utilisant les schémas classiques. Et je vais terminer là-dessus. Posons-nous la question, parce qu'on se l'est posé, les commissaires, est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser toujours le terme obésité? Une chose est claire, on a besoin de combattre la confusion autour du diagnostic, la stigmatisation associée à l'utilisation du mot, les préjugés, les clichés, et on va en parler aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je vais terminer là-dessus, il y a énormément de sociétés savantes qui contribuent au débat. Puis là, il y a de nouveaux termes, et on n'a pas le temps d'en parler ce midi, mais on pourra en parler si les choses vous intéressent, où on parle, par exemple, d'adiposité dysfonctionnelle, des mots plus médicaux, où là, on n'utiliserait plus le mot obésité, puis on parlerait donc d'une condition de santé qui serait beaucoup moins stigmatisante. Alors, c'était brièvement ce que j'avais, et je suis allé vite, je m'en excuse parce que je ne suis pas la personne importante aujourd'hui. On a des gens qui vont réagir à cette introduction-là. Et donc, je commencerai sur le champ en demandant à Marion comment elle réagit à ce qu'elle vient d'entendre et surtout par rapport à ce qu'elle entend dans le discours public. Merci. C'est beaucoup de contenu. Moi, ma première réaction, c'est que ce contenu-là, ça m'a sauvé la vie, en fait, quand je l'ai entendu pour la première fois. Parce que je viens d'un pays qui est non seulement stigmatisant, mais qui détruit des vies, tout simplement. En fait, la France qui est complètement à la ramasse sur la question du poids. Quand j'ai l'occasion de retourner en France pour des vacances, la perte de poids, les régimes, les émissions sur la chirurgie bariatrique sont partout à la télévision, l'espace public n'est pas adapté. En fait, c'est une obsession, la perte de poids est une obsession partout. Les discours médicaux sont complètement rétrogrades. Enfin bref, c'est complètement aberrant ce qu'on peut entendre en France. Donc moi, quand je suis venue vivre ici et que j'ai commencé à entendre d'abord ces données scientifiques-là, ça m'a vraiment sauvée parce que je suis sortie de la logique de régime qui est vraiment une prise de conscience et aussi qui sauve des vies parce qu'en fait, être dans une logique de régime, ça peut détruire quelqu'un. J'ai commencé les régimes, j'avais peut-être 8 ans. Je suis passée par tous les régimes possibles et imaginables, ceux qui sont très protéinés, les Ducan, les soupes aux choux. J'avais peut-être 9 ans quand j'ai fait une soupe aux choux. C'est une semaine à boire de la soupe aux choux, littéralement. Je veux dire, c'est ça. Et je suis miraculée des troubles alimentaires. J'en ai pas. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à ne pas en avoir. Donc, pour résumer, c'est un discours qui sauve des vies, en fait, tout simplement, qui devrait être écouté par les médecins, par les professionnels de la santé. J'ai énormément de chance aujourd'hui d'avoir une médecin de famille et puis des médecins que je vois régulièrement qui ne me stigmatisent pas et qui même ne trouvent pas très logique de me faire passer de multiples tests sanguins pour... moi, je suis plus à la demande que finalement eux-mêmes.
Mais je suis absolument à 100% pour qu'on pousse ce discours-là chez les praticiens de santé parce que ça sauve du monde. Et puis aussi qu'on démocratise ces données-là en fait, pour le grand public, chose que Benoît fait sur son compte Instagram, par exemple. Parce que en fait, c'est sûr que des graphiques comme ça peut paraître un peu impressionnant, mais une fois qu'on a démocratisé ces discours-là et qu'on l'infiltre un peu dans les populations qui sont concernées, c'est comme ça qu'on va réduire la stigmatisation, parce que la stigmatisation, elle vient à la fois des professionnels de la santé qui nous touchent, nous, directement, mais elle vient aussi de nos entourages, de nos familles, de nos cercles sociaux. Et c'est comme ça qu'on va réduire aussi la stigmatisation, c'est en démocratisant ces discours-là, en simplifiant les données, en les rendant accessibles. Voilà, c'est les premières pensées qui me viennent quand je vois tout ça. Merci Marion, on va y revenir parce que évidemment, tout ce que tu dis là vient considérablement enrichir le discours. C'est une chose pour les chercheurs d'y aller avec la science, mais après, cette réaction-là que vous avez à cette science-là, qui comme n'est pas nécessairement très compliquée, ça est important, on va y revenir. Virginie, non seulement tu es une chercheuse vedette à Vitam, mais on a tellement eu de conversations stimulantes autour de ces enjeux-là. Tes réactions à toi? Ben, merci pour la présentation. Puis je suis d'accord, on a jasé beaucoup de ça. Merci Marion pour ton partage parce que tout ce que tu as partagé, c'est sûr que ça me rejoint. En fait, moi, ce que j'aurais le goût de partager, j'ai beaucoup aimé que tu montres des avatars de Monsieur, Madame, tout le monde avec des formats différents. Moi, ce que j'aimerais envoyer ma question avant que je réagisse à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle d'audience virtuelle actuellement et ceux qui nous écouteront après la rencontre. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont dans un corps plus gros? Et je pense souvent que c'est quasi la normalité quand on est dans des corps plus gros puis qu'on n'est pas nécessairement dans l'IMC parce que l'IMC est tellement biaisé. La prise de poids, si quelqu'un s'entraîne beaucoup ou peu importe, là, c'est pas toujours l'excuse, j'ai des gros os. Je vous demande cette réflexion-là parce que Marion et moi, on s'est parlé avant la rencontre tous ensemble, puis on disait ben moi, je me sens pas malade. Je me sens pas malade dans mon corps gros. Puis en fait, moi, c'est le combat d'une vie. La réflexion, je veux l'apporter à, en tant que professionnel de la santé ou en tant que chercheur, chercheuse, peu importe la posture qu'on est, on a toujours l'opportunité. On peut toujours être patient, on peut être citoyen, on peut être proche aidant. Et c'est vraiment important l'approche qu'on a avec les personnes en situation d'obésité parce que ça peut changer le cours de leur vie, puis ça peut changer leur perception et leur bien-être et les façons qu'ils vont avoir d'atteindre leur santé, mais la santé qui leur est propre. Si, quand tu as partagé tes diapositives, Jean-Pierre, c'est sûr que moi, j'abonde dans ce sens-là parce que, je vais dire, mon parcours avec l'obésité, il a commencé dans ma tendre enfance, où est-ce que j'ai toujours été une personne dans un corps gros, mais qui a toujours été active, qui a toujours bien mangé. C'est sûr que je fais des écarts comme tout le monde, mais ça reste que quand j'étais jeune, les professionnels de la santé que j'ai côtoyés, même certains membres de ma famille, ben, à cause que j'étais plus grosse, j'ai subi des choses différentes que j'ai traînées à l'adolescence. Puis moi, dans le fond, les troubles alimentaires, ça fait partie de ce que je suis et du combat que j'ai dû mener. Et maintenant, d'en parler ouvertement en tant que citoyenne et combattre les préjugés, ben, ça fait partie de mon rétablissement. J'ai fait toutes sortes de choses, des thérapies, psychologie, suivi des médecins, des régimes, protéines, des outre-mangeurs anonymes, nommez-les. Mais un jour, avec tout ce que j'ai essayé, moi, je suis quelqu'un qui a déjà monté l'Acropole des Traveurs, qui était toujours sur une montagne, qui était très active, qui mangeait qu'est-ce que je considérais qui était bon pour la santé. Mais un jour, on a découvert que j'avais des gènes de l'obésité, dont un gène qui est très peu connu, qui fait en sorte que je capte le gras cutané. Les études qui expliquent ce gène en ce moment-là est étudiées chez le poisson, que les gens accumulent de la graisse sous-cutanée. Donc, peu importe, il y a un gros chemin d'acceptation. Puis, je pense qu'en tant que professionnel de la santé, en tant que chercheur,
et autres citoyens qui va avoir un impact chez la vie d'enfants, si on est parents, ou dans la vie de nos amis. On a une responsabilité. On a une responsabilité à être informé, à ne pas stigmatiser sur le poids et à être informé et être éduqué par rapport à comment agir. Puis dans le fond, tout à l'heure, tu montrais des images stigmatisantes, Jean-Pierre. Je les ai pris en note parce que justement, moi, en tant que citoyenne partenaire, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec le collectif Vital sur les messages populationnels chez les personnes en situation d'obésité avec des poids élevés pour avoir une image un peu plus positive. Puis même, je pense que chacun des citoyens doivent porter un peu l'éducation, doivent participer à réduire les préjugés parce que, juste à titre d'exemple, la semaine passée, Jean-Pierre et moi, on était dans une conférence et on a fait face à des préjugés liés au poids. J'ai entendu de la bouche de grands experts que le fait d'avoir un poids élevé, c'était à cause d'un déséquilibre alimentaire. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire, puis je pense que dans toutes nous autres, on est tous des agents de changement pour lutter contre les préjugés, lutter contre la désinformation, amener les bonnes informations. Puis ça va amener à des situations qui sont pas mal moins aisantes pour les citoyens, des patients dans les bureaux, que ce soit peu importe le professionnel. On ne parle pas juste des médecins. Moi, j'ai vécu toutes sortes de situations, pas juste avec des médecins. J'ai rencontré des gens extraordinaires aussi par rapport à la façon d'aborder la situation de mon obésité, parce que moi, j'appelle un chat un chat. Je suis une personne qui a de l'obésité. Mais en étant tous des agents de changement, c'est comme ça qu'on va arriver à changer le discours public, qu'on va arriver à changer les soins, augmenter la qualité des soins. Juste ce matin, je jasais avec une de mes cousines qui faisait face à des problèmes de fertilité par rapport au poids. Puis, elle me partageait des choses. Puis me partageait des choses que j'avais comme un petit peu déjà vécu moi-même, que parce que tu es gros, puis tu as un certain âge, ben, tu n'en auras peut-être pas d'enfants parce que la fertilité puis le poids, ben, c'est très, très lié apparemment. Mais si on réussit à changer le discours puis à ne pas casser les rêves des gens, les gens, s'ils veulent être actifs, ben, les encourager à être actifs. Si les gens ils peuvent être bien dans leur corps gros, s'épanouir, les encourager, ça va peut-être changer la donne parce que c'est pas vrai que poids inférieur, IMC dans la norme égale santé et égale bonheur. C'est une équation qui a été totalement créée parce qu'on aime ça des outils, on aime ça catégoriser, je pense, en tant qu'humain, en tant que professionnel de la santé. Mais moi, je peux vous dire qu'en acceptant qui je suis, en faisant le cheminement que j'ai fait, en m'informant, en propageant la bonne nouvelle aussi, les recherches que Jean-Pierre, Benoît, n'importe qui ont fait, je me sens mieux. Je me sens mieux avec moi-même. Je m'accepte. Et comme l'a si bien dit Marion dans un autre échange, je ne me sens pas malade. N'est-ce pas, Marion? Virginie, en passant, tu rendrais un grand service au dialogue aujourd'hui parce que, encore une fois, comme tu en parles publiquement, je pense que je peux révéler ça. Qu'est-ce que je t'ai dit quand on a eu des conversations autour de ta santé? J'ai dit, on ne parlera pas de poids. On ne parlera pas de poids. N'est-ce pas? J'aimerais ça que tu le confirmes là, aux gens. Là. On n'a jamais parlé de poids. Je ne veux pas parler de poids. On parle d'autre chose, mais pas du poids. Dans la déclaration des conflits d'intérêts, moi, Jean-Pierre Després, mon mentor, je suis jeune chercheur des fonds de recherche en santé du Québec sur la préservation du membre inférieur. Je ne suis pas dire de formation. Comme je vous dis, je me sens vraiment engagée envers ma santé, envers qui je suis, puis envers mes croyances. Et je veux être une meilleure professionnelle, une meilleure personne, une meilleure chercheuse. Et quand je parle de ça avec Jean-Pierre, parce que c'est sûr qu'avec des équipes, ils ont des données, ils ont tout ça. Jean-Pierre m'a dit toujours, Virginie, en tant que personne, vis ta vie d'athlète. On ne parle pas de poids. Oui, le tour de taille est important, mais quand il me dit le discours de vivre ta vie d'athlète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe ta taille, ta morphologie, ton poids, ça a été démontré dans la vie que de bien manger, de manger sainement des aliments qui ne sont pas transformés, d'éviter le fast-food, les boissons gazeuses, etc., de bouger, de faire les recommandations d'activité physique,
c'est bon pour monsieur, madame, tout le monde. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour moi qui vis dans un corps gros. C'est bon pour la personne âgée qui va y aller avec certaines capacités. C'est bon pour les enfants. C'est bon pour tout le monde. Les athlètes, à un certain niveau, ils mangent bien, ils dorment bien, ils réduisent leur stress, ils font du sport. Ils essaient de performer puis de faire en sorte que leur corps puisse performer dans leur sport. Mais de vivre sa vie d'athlète en tant qu'humain, en tant que femme, bien, c'est de donner le meilleur carburant possible à son corps. C'est d'essayer de bien dormir, de réduire son stress, un peu tout ce qui est dit pour justement que je vive ma propre vie d'athlète et en vivant ma propre vie d'athlète, quels symptômes que je vais récolter de ça? Bien, la santé. Mais c'est sûr et certain que dans certains cas, ben, il peut avoir une réduction de poids, il peut avoir une réduction de tour de taille, le bien-être, le mieux dans la terre. Tu sais, les personnes qui sont stressées, ça réduit le stress. Ça, il y a des chercheurs, il y a plein de gens qui parlent de ça. Donc, au lieu de prescrire des régimes dans les salles de médecins puis de parler du poids, pourquoi pas parler de comment être actif, comment bien manger ou accéder à ces choses-là. Donc, ça fait partie des échanges parce que moi, dans ma posture professionnelle, ma patientèle, c'est des gens atteints de diabète, des gens atteints d'obésité. Puis, si je veux être une meilleure chercheuse, une meilleure praticienne, il faut que je considère ça. Et ça fait partie des échanges. Est-ce que c'était aligné avec ce que tu veux que je partage, Jean-Pierre? Oui, Marion, oui, parfait. Benoît, tu comprends là, qu'on laisse parler personne importante. C'est pas parce que je ne veux pas te donner la parole. Moi, Marion, j'aimerais que tu réagisses pour faire le genre de conversation que j'ai avec Virginie. Ça prend du temps et ça prend de l'écoute. Et il ne faut pas arriver avec des recommandations ou tout ramasser, il faut dans un premier temps écouter quels sont vos plans de vie, ce que vous souhaitez faire, ce que vous aimez. J'aimerais que tu réagisses à ça un peu parce qu'on est très, en pratique clinique, voilà, Ouais. suis le modèle. En dehors de ça, point de salut. Ouais, je ne sais pas trop si je vais aller dans la direction que tu le souhaites. En fait, ce qui me vient en tête quand je vous entends discuter de ça, c'est que pour moi, la deuxième couche comme pour réduire la stigmatisation serait que on arrête d'attendre des grosses personnes qu'elles performent la santé, dans le sens où parce qu'on sait que bien manger, bien bouger, c'est bon pour tout le monde, on va avoir tendance à scruter les grosses personnes, puis leurs habitudes de vie, plus que les personnes qui ont un poids plus faible. Puis, tu sais, dans mon entourage, c'est vrai que... puis, tu sais, on le voit avec notre enfance. Puis, en fait, je vais parler pour moi, mais j'ai toujours eu de la difficulté, beaucoup moins maintenant parce que j'ai déconstruit plein de choses, mais tu manges en public, tu sais que tu vas te faire regarder, tu manges de face. Tu sais, comme on sait que on va se faire regarder plus que les autres personnes parce qu'on doit adopter des habitudes de vie qui vont refléter une valeur morale supérieure parce qu'en tant que grosse personne, on doit montrer que oui, on fait du sport, oui, on mange correctement, sauf que autour de nous, il y a des personnes minces ou des personnes dans un corps qui sont moins gros que le nôtre, qui ont des habitudes de vie qui sont normales, là, qui vont manger, puis qui vont avoir des écarts, puis qui vont pas faire de sport. Puis moi, j'ai des amis qui sont dans des corps minces, qui sont très, très inactifs, puis on va jamais leur poser la question de savoir c'est quoi leur activité physique du jour. Est-ce que pendant leur semaine, elles ont fait 130 ou 150 minutes d'activité sportive à intensité élevée parce que c'est recommandé par les organisations de santé. Donc, c'est ça aussi que je pense que, évidemment, la première couche la plus urgente d'anti-stigmatisation, ce serait de arrêter de penser que le poids et la santé sont liés, mais la deuxième couche, ce serait vraiment d'arrêter de penser qu'on doit performer des habitudes de santé, puis sachant que tout le monde a et un peu grossophobe à l'intérieur. On a tous de la grossophobie internalisée. Puis c'est niaiseux, mais ça peut être dans des petites habitudes courantes. Ça peut être la façon dont on se prend en photo, puis on va essayer de ne pas paraître trop gros, la façon dont on place sa caméra sur un ordinateur, la façon dont on va bouger son chandail sur soi quand on se déplace. En fait, c'est vraiment des petites choses, mais je pense vraiment que
c'est à ça que ça me fait penser quand j'entends les habitudes de vie, etc., etc. En fait, Marion, je vais réagir. Oh, excuse-moi, Jean-Pierre, je vais réagir sur ce que Vas-y, Marion... Virginie. Je suis entièrement d'accord avec toi, la performance. En fait, ça, on s'en était parlé aussi. Je pense que moi, dans mon enfance, dans ce que je suis, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je sois plus pour compenser parce que j'étais plus grosse, pour que je sois acceptée, pour que je sois aimée, pour que je performe. J'ai même déjà ressenti dans mon parcours des préjugés. Quand j'ai fait mes entrevues d'admission en médecine pédiatrique, j'ai senti que parce que j'étais grosse, j'incarnais pas la santé, puis que j'allais être comme un peu un imposteur à essayer d'aller comme professionnel de la santé. Euh, c'est sûr et certain que c'est des préjugés qui sont très ancrés et qui prennent beaucoup de temps à construire. Par rapport à ce que tu as dit sur ce que j'ai le goût de réagir, je pense que c'est le fait que pourquoi, lorsqu'une personne qui est dans un corps gros, il faudrait agir différemment avec cette personne-là? Je pense qu'il faut embrasser la diversité sous toutes ses formes. En entrée de jeu de la conférence d'aujourd'hui, on a justement rendu hommage aux populations autochtones du territoire de Vitam. On nous demande dans la société d'embrasser la différence, la diversité, de voir ça comme une richesse. Autant des personnes immigrantes ou peu importe la diversité, des personnes homosexuelles, peu importe. Là. Je donne des exemples. Bien, c'est la même chose. Être dans un corps gros, c'est faire partie de la diversité. Puis, il n'y a personne qui veut être pointé du doigt ou étiqueté ou avoir une situation différente. Moi, je peux donner, par exemple, dans le système de santé, des fois, j'ai navigué avec le fait que parce que j'arrivais et que j'étais plus grosse, ben moi, j'avais le droit à une jaquette 3X large où on voyait mon sein puis on voyait mes choses si je levais le bras puis j'étais pas à l'aise, je me sentais tout nue. Marion, toi, tu avais partagé de ton côté que tu n'avais pas de structure parfois adaptée dans un contexte d'un corps gros dans les soins de santé. En fait, le message de ça, c'est que je pense qu'il faut embrasser la diversité puis il faut être prêt à toutes les éventualités. Si la plupart des personnes, si le corps gros fait partie de la diversité, pourquoi avoir accédé à un brassard qui est plus gros pour prendre la tension artérielle? Ça doit être difficile, compliqué. Pourquoi il n'est pas juste disponible, la personne le prend puis fait le test de pression artérielle? Même chose lorsqu'on va faire un examen gynécologique. Là, moi, dans le fond, dans mon jeune temps, là, parce que j'arrive puis j'ai un corps plus gros, on m'a déjà montré un très gros spéculum pensant que tout allait être plus gros finalement, mais c'est des préjugés qui sont profondément ancrés. On demande d'embrasser la diversité, ben c'est la même chose pour les personnes, un corps gros, qui soient minces ou peu importe. Pourquoi avoir un traitement différent ou une approche? En fait, si vous, en tant que professionnel de la santé ou en tant que chercheur ou en tant que citoyen, c'est quelque chose qui est important, bien, faites-le, mais faites-le de la même façon avec tout le monde. Établissez des objectifs d'exercice physique de façon réaliste, mais pas plus parce que c'est une personne dans un corps gros ou renseignez-vous, informez-vous des approches, rendez disponible l'appareillage, ayez la délicatesse de demander à la personne, c'est dans quoi qu'elle se sentirait à l'aise. Peu importe, mais je pense que c'est un contrat de savoir agir publiquement. Ça va aider à réduire les préjugés par rapport à la diversité. Merci Virginie. Puis en passant, Marion, tu es allé exactement là où je voulais que tu ailles, cet aspect de performance par rapport à la vie, puis rencontrer des standards pour être dans des normes sociales. Là. La vie, ce n'est pas une performance, mais encore une fois, il faut qu'on ait le temps de vous demander bien, quel genre de vie vous voulez avoir. Ça vous appartient, puis faire fi des leçons de morale. Benoît, là, je vais aller à toi. Tu sais, en clinique, en médecine, on a parfois tendance à traiter un chiffre. Hein? On l'a vu avec l'histoire du mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Je veux dire, il s'en est dépensé des milliards de dollars pour dire à tout le monde la maladie athérosclérotique, les maladies cardiovasculaires, c'est le cholestérol. On s'est rendu compte qu'il y a bien d'autres choses que ça. On a en ce moment un accent qui est absolument démesuré sur le poids et la perte de poids.
J'aimerais t'entendre là-dessus. À la lumière, bien évidemment, là, on a les personnes importantes ont parlé, là, mais ta perception à toi sur le fait qu'on traite des chiffres en ce moment, et c'est très, très, très dans le discours à la fois médical et dans le discours clinique public. Écoute, Jean-Pierre, je suis tellement content que tu me parles du cholestérol parce que j'écoute Marion puis Virginie te parler depuis tantôt. Puis je me dis, ah mon Dieu, je prenais des notes. Je me dis, sur quoi je vais rebondir? J'ai au moins une dizaine de points de notes que j'ai pris. Puis là, je suis content que tu me lances sur cette piste-là parce que c'est souvent un parallèle que je fais quand on parle de poids. Moi, je parle souvent du cholestérol parce que le cholestérol, c'est quand même bien établi. C'est un chiffre, on est capable de le traiter, on est capable de vous dire, Monsieur, madame, vous avez un cholestérol élevé, ben, on va vous donner une pilule, ça va baisser votre cholestérol de 50 à peu près, puis on le sait que ça va réduire votre risque d'avoir un infarctus à long terme de 30-40 %. C'est bien documenté, puis encore une fois, je suis d'accord avec toi, il y a bien d'autres choses que le cholestérol qui participent, mais au moins pour le cholestérol, on a une solution qui est basée sur des données probantes. Pour ce qui est de l'IMC, ben, c'est totalement l'inverse, parce que on a un chiffre, puis on a une seule solution pour le traiter, ce chiffre-là, c'est de dire aux gens de perdre du poids, puis de dire aux gens, ben, c'est pas compliqué, pour perdre du poids, on le sait, il faut manger moins, puis il faut bouger plus, il faut perturber notre balance énergétique. Mais qu'est-ce que ça donne? T'sais? Puis ça, c'est drôle, j'ai assisté à une conférence pas plus tard que la semaine passée d'une soi-disant spécialiste de l'obésité qui disait qu'on n'avait pas besoin d'études pour le démontrer, ça, parce que c'est du gros bon sens. Fait que là, j'ai dit, ben là, il y a quand même eu des études là-dessus. On l'a fait, l'expérience, à maintes et maintes reprises. Je pense qu'une des premières études qui a été publiée sur le sujet, ça date des années 50. Puis ce qui démontrait, c'est que ben, ça peut fonctionner à court terme. Il y a des gens qui vont bien répondre. La plupart des gens ne répondront pas beaucoup. Mais ce qu'on sait, c'est quand on regarde l'effet de ces régimes et ces restrictions caloriques-là, ben, à long terme, les gens qui en font des cycles de perte et de gain de poids, des fois, c'est à chaque année. Hein, le 1er janvier arrive, on décide de se prendre en main, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue les calories, on s'inscrit au gym, puis ben, finalement, au bout de 6 mois, ce que la science dit, c'est qu'on a plus de chances d'être plus gros que d'être plus mince. Mais imaginez si on faisait ça avec le cholestérol. On dit aux gens, Monsieur, Madame, vous avez un cholestérol élevé, je vais vous donner une pilule, puis dans un an, ben, votre cholestérol va sûrement être plus élevé que plus bas. Qu'est-ce qu'on ferait avec cette pilule-là? Elle ne serait jamais approuvée par les autorités réglementaires. Mais les régimes, parce que c'est soi-disant du gros bon sens, on laisse toute la communauté médicale, les infirmières, les pharmaciens, les médecins spécialistes, les médecins omnipraticiens, la plupart vont le dire de perdre du poids. Tu sais, le fameux « viens me revoir quand tu auras perdu 40 livres puis ton problème va être réglé », là, ça se dit à tous les jours dans les hôpitaux du Québec. C'est un message qui crée des conséquences dramatiques sur la santé psychologique, puis qui n'a à peu près aucune incidence sur le poids de la personne, si ce n'est que de le faire augmenter chez la plupart des gens. Évidemment, on en connaît tous des gens dans notre entourage qui ont fait une perte de poids, qui ont réussi à la maintenir, mais souvent, on va voir ça sur les réseaux sociaux, les personnes qui font des photos avant-après pour célébrer la perte de poids. Mais moi, à chaque fois que j'envoie une photo comme ça, je me dis, hey, si on se fie aux données probantes sur le sujet, pour chaque personne qui a réussi, entre guillemets, puis on est bien contente pour elle, qu'elle se sente plus heureuse, mieux dans sa peau, tant mieux. Mais pour chaque personne qui a réussi, il y en a combien qui ont essayé de faire exactement le même régime, la même restriction calorique, les mêmes efforts en termes d'activité physique pour perdre du poids, puis ça n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce que c'est 1 pour 5? Est-ce que c'est 1 pour 10? Est-ce que c'est 1 pour 20? Moi, je pense que le chiffre est pas mal plus élevé qu'on pense. Puis malgré tout ça, ben, on va célébrer ces pertes de poids-là. Donc, moi, c'est ce qui me fait réagir quand j'entends Marion et Virginie parler de ça. Puis, je reviens sur un des points. Hein, Marion, tu parlais de performer la santé. Je trouve que tu as tellement raison. Puis même nous,
Même moi, dans mes communications, puis Jean-Pierre aussi, je le sais que tu le fais. On se dit, c'est pas vrai que l'IMC, c'est un bon indice parce que regardez Laurent Duvernay-Tardif, le footballeur, il y a un IMC en haut de 35, puis c'est un athlète, puis il est en super forme, etc. Mais je pense qu'on devrait changer nos exemples. On n'a pas besoin d'être un super athlète pour être en bonne santé, même si on a un poids élevé. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement une masse musculaire, mais qui ont une masse grasse élevée, puis qui ne sont pas des super athlètes, puis qui n'ont pas une alimentation qui coche toutes les cases de la saine alimentation, du guide alimentaire canadien. Tout le monde fait son possible. Puis quand tout le monde fait son possible, il y a de la variabilité d'un individu à l'autre en termes de réponse à ce qu'on fait dans nos changements. Virginie a mentionné la génétique puis la diversité. C'est tellement important. Moi, quand je fais des communications sur le poids puis la génétique, je me fais ramasser parce que je me dis, avant, ça n'existait pas, les personnes grosses, puis aujourd'hui, ça existe, mais vraiment, c'est un mythe parce que des personnes qui ont des formes monogéniques d'obésité, même si je n'aime pas le mot moi non plus, mais des formes monogéniques d'obésité, ça existe, puis ça existait dans le temps, puis ça a toujours existé, puis les personnes grosses, il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir aussi. Là, je vois le temps. Vas-y, Virginie, brièvement, parce que je vois le temps filer. J'aurais une autre question pour vous autres. Je m'excuse. En fait, je veux réagir sur ce que tu viens de dire. Quand tu traites du cholestérol, tu traites une maladie. C'est reconnu. D'André Dieu, on l'a dit, l'obésité, Jean-Pierre, les nouvelles études, tout ça, c'est l'obésité clinique serait une maladie, mais l'obésité en tant que telle, un corps gros ne le serait pas. En fait, le discours qui est partout, puis je pense qu'en étant tous des agents de changement, vous êtes là, vous allez écouter, continuer la réflexion. C'est facile prendre le poids, c'est la balance, le prêt, on prend le poids, on dit la phrase typique, perdez 40 livres. C'est engageant, puis pas, t'as fait ta job. Si on veut vraiment changer la donne, même si c'est plus compliqué, si on switch à la prise de circonférence, si on s'engage à démontrer comment le faire, à nous-mêmes donner l'exemple en tant que professionnel de la santé ou en tant que personne, à prendre la taille, puis à démontrer à la personne, à prendre son tour de taille, puis peut-être suivre ça si il y a de l'obésité clinique qui pourrait être dangereuse, une maladie. Il existe des outils. Il y a des outils pour perdre du poids. Je m'excuse de le dire, chirurgie bariatrique, médication, etc. C'est des outils. Ça fait partie de la vie, ils existent, puis ça peut aider des gens. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais il faut montrer l'exemple. Moi, je me souviens quand je rentre chez un médecin puis que je dois faire ma prise de poids, je suis pas bien. C'est ce qui m'écoeure le plus, dans le fond. Il faut changer la donne puis arrêter ça, puis tout de suite aller vers des indicateurs comme, on va dire, le tour de taille. Si on parle aujourd'hui, on échange, mais qu'on ne change pas notre façon de faire, on ne pourra jamais évoluer par rapport à ça. Là, Marion et Virginie, premièrement, merci infiniment pour ces témoignages-là. Là, vous avez des gens, des professionnels de la santé de la grandeur du Québec qui vous écoutent ce midi. D'accord? Si vous aviez un message à envoyer à tout le monde, parce que là, vous savez, aujourd'hui, on ne réglera pas tout en 55 minutes, là, mais ces témoignages-là, là, combinés à une science qui dort sur les tablettes, là, je veux vous entendre là-dessus. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire au niveau national pour faire avec vous plutôt? Parce que Benoît a déjà été un panel sur l'obésité clinique où c'était juste des experts. Il n'y avait pas de personnes vivant avec le fameux diagnostic puis qui ont du vécu à dire. Qu'est-ce que vous auriez comme suggestion à proposer là, tant pour éduquer, combattre la stigmatisation, parce que là, vous avez des gens à grandeur du Québec qui vous écoutent. Marion, dans un premier temps. C'est une grande question. Moi, je pense que pour tous les professionnels de la santé qui ne seraient pas au courant de toutes ces données-là, éduquer, faire passer le message, faire passer les chiffres, redire, marteler tant qu'il faudra. Et puis, faire preuve d'une grande empathie, en fait, avec toutes les personnes qu'on reçoit dans les cabinets.
je sais que, en fait, au-delà des chiffres, au-delà des faits, au-delà de tout ce qu'on peut dire, la grossophobie, c'est quand même quelque chose qui nous reste en tête et qui va le rester encore longtemps. J'en avais parlé avec Benoît il y a vraiment plusieurs années. On combat le racisme, on a combattu le racisme. C'est quelque chose qui est ancré en nous, qu'on ne peut pas être raciste. La grossophobie, ça va rester une discrimination qui va être très, 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 très longue à défaire. Je pense qu'on n'est pas rendu encore, mais pour moi, la chose à faire en premier, ce serait, une fois qu'on a dépassé la connaissance et qu'on a dépassé les chiffres et qu'on est tous d'accord sur l'obésité clinique versus un corps gros qui sera en bonne santé, qu'est-ce qu'on fait au-delà de ça? Eh ben, l'empathie, la compassion, écouter les patients, et puis savoir les traiter comme n'importe qui viendrait avec un mal de ventre, qui viendrait avec une douleur, qui est tout simplement en fait. Ben, merci. On comprend donc de toi que faire avec, qu'ensemble on marie la science qui dort sur les tablettes avec votre vécu, les témoignages que vous avez apportés, ça pourrait être enrichissant pour à la fois tous les professionnels de la santé du Québec et la population aussi qui est bombardée de messages stigmatisants. Est-ce que c'est ce que j'entends de toi? Et juste écouter les gens, en fait, les témoignages de grossophobie médicale, il y en a absolument partout. Je pense que si les professionnels de la santé commencent à écouter ce qui se dit, ça va faire un petit choc, une onde de choc en fait dans le milieu médical. Donc juste écouter puis se rendre compte des impacts que ça a. Le nombre de personnes qui a vraiment peur d'aller au médecin, c'est vraiment terrible. Donc ça pourrait faire un grand changement. Merci Marion. Virginie, de ton côté? Oui, parce que le temps file. En fait, moi, être dans un corps gros, ça fait partie de qui je suis depuis que j'ai conscience que je suis une personne. Ce que j'ai le goût de dire, en fait, c'est que, puis je dis pas que j'ai juste eu des mauvaises expériences avec qui je suis, mais l'acceptation, ça fait toujours partie de mon quotidien. Parce qu'on est bombardé de publicité, de préjugés, de grossophobie, de tout ça. Le message que j'ai le goût de dire, c'est qu'on peut avoir n'importe quelle posture, mais on demeure toujours une personne, un individu, un citoyen. D'avoir la responsabilité citoyenne, de prendre conscience de la grossophobie et des préjugés dans notre quotidien et de faire en sorte des actions à l'échelle personnelle pour les réduire et de ne pas avoir des comportements violents envers soi-même en tant que personne grosse, envers les membres de notre famille, amis ou envers l'autrui, le grand public. Et l'action que je souhaiterais voir, point de vue sociétal, c'est de faire changer le mode de pensée dès la petite école, parce que moi, je crois au puissant vecteur de l'éducation. La semaine passée, j'ai écouté une conférence de Pierre Lavoie, toujours très inspirant dans son mouvement, toujours très inclusif aussi. Si, en tant que société, dès la petite école, dès les CPE, les garderies, l'école primaire, secondaire, on enseigne que la diversité, en étant une personne grosse, c'est pas d'être différent, ça fait partie de la diversité. On va avoir un grand pas de fête. Et pour les professionnels dans santé en devenir, parce que l'éducation demeure la chose la plus importante pour moi quand on parle, parce que il y a des enjeux de santé parfois liés avec le fait qu'on a plus de gras abdominal, ben ça serait dans les parcours professionnalisants de ces différents professionnels de la santé, puis je ne parle pas juste du médecin et de l'infirmière, je parle de tout le monde et de tout le continuum, même le préposé aux bénéficiaires, peu importe, ça serait de développer les compétences transversales à le savoir-être, savoir-agir avec les personnes qui sont plus grosses. Je pense que cette compétence transverse-là pourrait changer la donne de la qualité des soins. Merci infiniment, Marion et Virginie. On regarde les commentaires là, dans le clavardage et les gens vous sont très, très reconnaissants. C'est très, très inspirant comme information. Benoît, je pense qu'on va se rendre disponible. On va laisser maintenant la parole, le mot de la fin à Thomas pour clore la partie, je dirais, formelle de l'activité. On va être évidemment disponible pour la période de questions par la suite pour ceux qui voudront rester avec nous. Thomas, merci. Et je pense que c'est un échange qu'on pourra justement continuer dans la période de questions.
Je t'envoie à l'instant dans un chat, ça avait été demandé donc le lien pour évaluer l'activité, puis surtout obtenir une attestation de participation. Et donc, vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, c'est ça, il approche 13 heures. Donc, un énorme merci aux panélistes et à notre animateur pour la première portion du dialogue. Puis, si vous êtes intéressé à des activités comme celle d'aujourd'hui, je vous invite à visiter le site web de Vitam, puis de participer au prochain dialogue. Le prochain aura lieu en septembre et portera sur la recherche sur la santé des enfants et des adolescents. Donc, pour le début de cette deuxième séance, d'abord, un merci aux personnes qui étaient présentes et qui doivent malheureusement quitter pour la deuxième portion. Et nous restons disponibles pour répondre aux questions qui sont partagées, s'il vous plaît, dans le chat. Et encore une fois, merci tout le monde. Alors, début de la période d'échange, j'irai d'emblée avec une question qui nous est parvenue durant le dialogue. Donc, depuis les dernières années, avec les évidences présentées, est-ce que vous observez davantage d'ouverture aujourd'hui du côté clinique et du côté sociétal? Donc, une question à deux volets, puis il y en a une seconde qui suit, mais d'abord, vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on parle des avancées en termes de médication? Est-ce que c'est ça? C'est pas spécifié, mais je pense que c'est vraiment plus au niveau justement de la stigmatisation des préjugés que la réponse portait, la question portait. Juste pour faire du pouce, là, comme moi, c'est sûr que c'est pas mon champ de recherche, là, mais quand je regarde certains de mes collègues, quand on parle de l'obésité, d'un corps gros, là, je pense qu'on ne s'entend même pas sur la terminologie de comment qu'on doit appeler une personne obèse, grosse, dans un corps large ou quoi que ce soit. Donc, on part de loin quand on n'a même pas encore un consensus sur comment on doit appeler les personnes. Moi, en fait, je veux juste pas me faire appeler. Moi, je suis Virginie, je suis ce que je suis, puis je me définis pas en étant grosse en tant qu'individu, mais je comprends qu'il faut nommer les choses, mais je sens qu'il y a encore beaucoup de croûte à manger, même si il y a certains progrès, je vois des recherches passer, mais comme il y a des choses minimales qui ne sont pas encore au fait, là, Jean-Pierre l'a bien nommé, comme dans sa lutte. Tu fais le tournée des municipalités, Jean-Pierre, pour enseigner le grand public par rapport à ton livre, mais par rapport à juste cette petite portion-là de l'obésité clinique, c'est pas tout le monde qui est obèse, qui est malade, puis de dire, lâchez la balance, lâchez le poids, tu te promènes partout, tu as quand même une notoriété publique, puis, je pense que tu pourrais partager que il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des avancements, mais c'est des petits pas de tortue, là. Moi, je ferais le commentaire peut-être suivant, Thomas. À Vitam, on fait le pari que si, encore une fois, la pratique n'a pas changé, là on prend le cas du poids aujourd'hui, puis qu'on a un accent démesuré sur le poids excessif puis la perte de poids, qui est complètement à côté de la plaque quand on regarde la science disponible. Moi, pour ma part, j'ai fait le pari à Vitam, c'est qu'on va avoir des conversations avec les gens, aller de ville en ville, de village en village, de bibliothèque en bibliothèque, de communauté en communauté. Puis c'est pour ça que j'ai publié un livre grand public pour lequel je fais aucun sou, là, parce que sinon, ça aurait dénaturé le projet pour dire aux gens, saviez-vous que... Puis le ton du livre, c'est pas vous dire, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Moi, je détesterais me faire dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire cela. J'aimerais qu'on me dise, c'est quoi tu veux faire de ta vie dans un premier temps? Puis là, en fonction de ce que tu veux faire de ta vie, voici une boîte à outils que tu pourras utiliser à ta convenance. Puis d'embrasser complètement ce que disait Virginie tout à l'heure, la diversité. C'est beau, la diversité. Mais par rapport à ce mot-là que je n'aime pas beaucoup, obésité, oh là là, là, on a énormément de travail à faire parce que regardez ce qui est publié, ce qui est véhiculé dans le discours public, c'est souvent dégradant, c'est souvent stigmatisant, c'est souvent moralisateur. Virginie et moi, on l'a entendu pas plus tard que la semaine dernière.
de quelqu'un qui a une carrière académique, ben, on le sait bien, l'obésité, c'est un problème alimentaire. Paf! À régler ça dans une phrase. C'était du gros n'importe quoi. Alors, on a énormément de travail à faire et le défi, le pari qu'on prend à Vitam, c'est de faire avec. Puis merci Marion, merci. Là, Virginie a son chapeau de personne là, qui vit avec ces enjeux-là. Ben, merci de vos témoignages. Puis encore une fois, à la grandeur du Québec, on peut se livrer à ce genre d'exercice-là, pas pour aller dire aux gens ce qu'ils devraient faire, puis c'est ce qu'on fait, mais plutôt dire, ben, voici ce que la science dit, voici comment les gens qui subissent des préjudices parce que, encore une fois, on utilise des outils qui sont totalement impertinents, imprécis, non justifiés. Voici comment ils réagissent, comment on peut travailler ensemble. C'est pour ça que je vous ai interpellé, Marion, à Virginie, vous dire, dans le meilleur des mondes, là, si vous avez des solutions à proposer, tant au niveau individuel qu'au niveau sociétal, qu'on vous donnait un budget, là, qu'est-ce que vous feriez à l'échelle du Québec? Parce que le Québec a vraiment besoin d'autre chose que ce qu'on entend dans les discours publics en ce moment, surtout quand on parle d'obésité au singulier, qu'on met tout le monde dans le même palier, puis qu'on stigmatise avec des images de gens qui mangent du fast-food, puis bref, les clichés habituels. Là. Moi, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, sur le plan de l'espoir, là, moi, j'en vois quand même. Contrairement à Jean-Pierre, moi, je ne donne pas de conférences grand public tant que ça, mais j'en donne beaucoup à des associations de médecins spécialistes, à des CIUS qui me demandent de venir leur donner une conférence au sujet du poids et de la santé pour déconstruire les mythes. Même ce que je suis contacté par des associations d'étudiants en médecine au premier cycle qui veulent que j'aille donner une conférence sur le poids et la santé parce qu'ils sont capables de le détecter eux-mêmes, la bullshit qu'ils se font dire quand ils sont ces bancs d'école au doctorat en médecine, quand on dépeint, je vais le dire, l'obésité comme étant un problème de paresse et de gloutonnerie par des personnes qui devraient savoir de quoi ils parlent quand ils parlent de différents systèmes. Donc, moi, je vois qu'il y a un certain espoir, puis je suis invité à en parler de plus en plus dans des conférences médicales. Puis je sens, puis je le vois, là, c'est 90% du temps où des personnes que je vois dans la salle, je les regarde hocher de la tête, puis je les regarde réaliser eux-mêmes à quel point le fait d'être basé sur l'IMC, ça peut causer des problèmes. Mais je dirais quand même qu'il y a un 5 à 10% de gens là, qui sont totalement fermés à ce type de nouveaux discours ou de changement de paradigme. On appelle ça de la dissonance cognitive. Là, des fois, on vient les chercher dans leurs propres valeurs, même dans leur propre construction de leur identité à eux. Puis ça crée des discussions des fois assez tendues, même si c'est des gens qui ont des doctorats dans le domaine. Quand on n'est pas prêt à entendre un nouveau message, on est réfractaire au message. Puis il faut dire aussi que nos messages sont dilués de façon très importante par des tsunamis d'autres messages qui proviennent d'une industrie qui engrange des milliards et des milliards de dollars par année à pourfendre le statu quo, finalement, puis d'empêcher la science, puis même de museler à certains égards la science sur le sujet. Puis ça, ça va en prendre des dialogues Vitam pour contrecarrer cette industrie qui est multimillionnaire. Là, on a fait la job à l'industrie du tabac là, depuis les 50 dernières années. Là, je pense que maintenant, comme société, il est temps qu'on s'attaque à l'industrie des diètes et des régimes florissantes. Il y a quelqu'un dans la conversation qui parlait justement de la puissance du discours citoyen avec les experts, puis que c'est peut-être une voie de l'avenir. En fait, je veux réagir là-dessus parce que moi, dans mon vécu avec ce que je suis, une des façons de m'accepter puis d'être bien, c'est de dire, je suis comme ça, puis comment je peux faire pour changer les choses pour que
d'autres personnes comme moi ne se sentent pas comme ils se sont sentis dans certaines visites médicales ou est-ce que littéralement il y a eu beaucoup de fat shaming et que j'aurais juste eu le goût de sortir et aller manger du fast-food ou que faire de l'apitoiement ou de ne pas être proactif parce que c'était mettons, du fat shaming ou de la culpabilisation. J'ai voulu prendre des citrons peut-être et d'en faire une limonade. Fait que pour moi, c'est de m'engager dans cette voie citoyenne. Il y a Marion qui est ici aussi, qui est engagée dans cette voie-là, mais il y a de plus en plus de personnes, puis ce que j'ai le goût de partager, ben, c'est les outils aussi. Il y a des organisations, oui, il y a Obésité Canada qui ont un volet citoyen, patient, advocacy, là, awareness, là, sensibilisation, mais il y a aussi Parlons Obésité qui est une initiative citoyenne qui font donc des, toutes les actions, tu sais, moi, je partageais justement à vous là, en préparation que moi, je suivais sur les réseaux sociaux des personnes grosses qui avaient un discours positif dans la scène publique sur des choses, sur l'acceptation, mais de bien vivre. Puis je les suis pas parce que nécessairement c'est des personnes grosses, je les suis parce qu'ils sont positives, parce qu'ils sont dans la sensibilisation, sont dans la lutte, mais aussi parce qu'ils m'amènent en tant que femme à retrouver des gens qui me ressemblent, puis qui font du sport, qui trouvent du linge beau de sport, qui me vont, qui font des actions qui font qu'ils se font bien, puis que je me dis, oh, j'ai pas pensé que je peux le faire parce que je me trouvais trop grosse pour le faire. Mais cette personne-là le fait. Pourquoi je le ferais pas si ça me fait du bien? Je pense qu'un changement de paradigme, c'est d'avoir ces mouvements-là aussi, puis des gens qui parlent haut et fort, des experts, des citoyens, des gens qui ont de la littératie, mais même des gens qui n'ont pas de littératie, mais que c'est ancré en eux le désir d'acceptation, puis le désir d'être sécuritaire quand ils vont vers des services de santé et de bien-être, d'être capable de partager qui ils sont. Ça en fait partie de tout ça, là. Oui, c'est super, super intéressant. Puis, Marion, voulez-vous rajouter quelque chose là-dessus, sur cette question-là, donc, qui a Ouais, mais l'origine? je suis vraiment d'accord avec tout ce qui se dit. J'écoute beaucoup parce que je pense que tous les points qui ont été abordés, en fait, pour moi, le changement de paradigme, il va se faire beaucoup de l'intérieur. En fait, on parle beaucoup des professionnels de la santé. C'est sûr que quand on les aura en poche, ce sera gagné d'une façon. Je pense que dans la population, investir massivement sur des messages dans les réseaux sociaux fait aussi partie des choses. Quand Benoît est arrivé sur Instagram avec ses publications, ça a énormément changé les choses. Il y a beaucoup d'autres comptes en fait qui font partie d'une militance qui commence à faire changer les choses. C'est sûr que dès qu'on a un Benoît Arsenault qui a des diplômes, puis qui est médecin, puis qui a comme toute la patente officielle, ça nous aide parce que c'est sûr que nous, on a du mal à nous croire quand on le dit, mais c'est sûr qu'avec tout le background universitaire, évidemment que c'est plus facile. Je pense à la dernière journée qu'on a fait ensemble en février. Je pense que j'ai rencontré une chercheuse sur la grossophobie médicale. Puis là, j'étais comme surprise que ça existe. Puis elle m'a dit, j'aimerais bien investir Instagram, partager mes recherches. Puis j'étais comme go parce que tu sais, ça va être tellement important de le faire pour commencer à changer les messages. C'est ça, fait que je pense que tout ça, c'est vraiment des bonnes pistes. Puis, je pense aussi à quelque chose que Benoît a dit, c'est que, tu sais, souvent, ça va prendre des messages qui vont un peu choquer le monde parce qu'on n'est pas forcément prêt à... On arrive avec des conceptions, puis d'un coup, on va nous envoyer des messages, puis on se dit, mais j'avais jamais pensé à ça ou j'avais pas vu les choses comme ça. Moi, je me souviens d'une militante qui est devenue une amie, Gabrielle Lisa Collard, qui a un compte qui est tellement important dans la communauté. Puis elle avait un blog qui s'appelait 10 octobre qu'elle a arrêté depuis, mais elle avait partagé un billet qui s'appelait Maigrir, la perte de poids et grossophobe. Puis bah oui, en fait, maigrir, c'est grossophobe parce que finalement, on veut atteindre un corps plus mince. Puis ce qu'on veut, c'est ne pas ressembler à une personne grosse. Fait que maigrir est grossophobe intérieurement. Puis la première fois que j'ai lu ça, j'étais pas encore sortie de toutes mes logiques de régime, puis j'avais pas déconstruit rien. Puis je m'étais dit,
ben non, si je fais un régime, je suis pas grossophobe, c'est juste pour moi, c'est juste pour ma santé, c'est juste pour ci, c'est juste pour ça. Puis je pense qu'on va se heurter à plein d'idées sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord au début. Puis en fait, quand on déconstruit toutes ces idées-là, on se rend compte que il y a plein de choses qui vont venir bouleverser nos idées et c'est vraiment important de le faire. Et c'est sûr et certain que Benoît vient heurter les idées des doctorants avec ses informations, puis tout ce qu'il partage. Mais petit à petit, on va réussir à faire changer les choses, certains. Moi, Marion, tu as dit quelque chose, puis j'aimerais que tu y reviennes parce que c'était tellement. Il s'est dit beaucoup de choses importantes, là. Mais à un moment donné, tu as dit dans tes commentaires, moi, j'ai des copines là, qui ont un poids soi-disant normal, puis qui sont inactives, puis qui mangent mal. Et c'est là où je veux aller avec toi. C'est qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que finalement, ils ont des enjeux de santé beaucoup plus importants que les tiens. Puis ça n'a rien à voir avec le poids. Parce que je vois dans le chat, ici, il y a une question où on parle, devrait-on avoir des cliniques spécialisées? Je vais vous dire non. Ce n'est pas des cliniques 100% spécialisées. non. 100% non. Absolument pas, parce qu'il ne faut pas ouais. stigmatiser. Tu es d'accord, hein? Ce qu'on 100% a besoin, non, cela dit. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, 100%, on ne veut pas de clinique spécialisée parce qu'on ne veut pas nous mettre dans des cases. On veut justement ne pas nous mettre dans des cases. On veut dire à tout le monde que ce qu'on veut cibler, c'est les habitudes de vie, et ça concerne tout le monde finalement. Puis ce que tu disais sur mes amis, en fait, je ne vais pas parler de mes amis au pluriel parce que je ne connais pas les habitudes de vie de toutes mes amies en détail, mais je me rappelle d'une amie qui m'a dit « Oh là là, je suis très inactive depuis plus d'1 an. Elle a des gros horaires de travail, elle travaille chez elle, elle commence à 8 h le matin, puis elle termine à 6 h le soir, puis elle ne sort jamais de son poste de travail. » Puis tu sais, moi, j'ai du mal à rester assise longtemps, puis je suis tout le temps en train de vouloir prendre une marche, faire du vélo, etc. Mais c'est juste parce que j'aime ça, être active. C'est pas parce que je m'inquiète pour ma santé, c'est juste que j'ai toujours été active, j'ai toujours fait du sport, etc. Mais je sais qu'on va me demander, moi, de me justifier plus souvent de mes activités, de qu'est-ce que je mange, etc. Mais cette personne-là, jamais on va lui demander, c'est son activité Et physique. c'est là, c'est tellement important ce que tu dis là, Marion, parce que ça montre encore une fois qu'en termes d'expertise, ce qui fait la santé, c'est un certain nombre de facteurs. Et je reviens à ce que je disais tantôt, il y a un accent complètement démesuré sur le poids. Et donc, ce qu'on a besoin beaucoup plus, moi, je me permets de répondre à cette question-là. Là. Ce n'est pas des centres spécialisés qu'on a besoin. On a besoin de centres de promotion de la santé où, encore une fois, on regarde toutes les dimensions de la santé physique, psychologique, puis qu'on va s'intéresser aussi au contexte socio-économique dans lequel les personnes vivent. Parce que je dis souvent aux gens, vous savez, là, quand il y a des gens qui m'approchent à l'épicerie qui me disent Jean-Pierre, j'ai échoué en fin de semaine, j'ai pris 2 kilos. Ben oui, mais tu es une personne normale. On vit dans des environnements où l'industrie travaille pour faire de la bouffe qui goûte bon. Qui est hautement transformé puis qui goûte bon. Bon, ben, c'est normal, la palatabilité, ça goûte tellement bon. Sentez-vous pas coupable. Après, c'est de dire comment on peut s'outiller pour être en santé, mais ça n'a rien à voir avec le poids. Ouais, puis il faut. Excuse-moi, vas-y, Marion. Oh non, rapidement, il faut rappeler aussi que la gestion de la santé, c'est pas simplement notre volonté, c'est aussi nos connaissances, la façon dont on a eu et on a l'occasion de s'éduquer sur ces sujets-là. Quand j'ai lu ton livre, je me rappelle m'être dit, je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de comprendre tout ce qui se dit dans ce livre-là parce que j'aimerais le partager, mais les gens à qui je peux le partager puis à qui je vais le partager, peut-être qu'ils auront aussi la capacité de le lire puis de le comprendre. Donc, il y a une question d'éducation, mais il y a aussi une question d'accès aux ressources. On n'a peut-être pas l'accès aux ressources possibles pour aller à l'épicerie puis se faire une épicerie de légumes puis de fruits, la qualité de l'alimentation, le prix que ça coûte aujourd'hui, aller au gym en plein hiver. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte quand on... Donc, c'est ça. Moi, je voulais réagir sur ce que tu as dit, Jean-Pierre, promotion de la santé. En fait, c'est justement c'est une des bases du centre de recherche Vitam. La gestion de la maladie, non. T'sais, on veut aller plus vers la promotion, la prévention. Je dis pas que l'obésité égale la maladie, mais
ce que je veux dire par rapport à ça, c'est d'y aller d'une approche de promotion. En entrée de jeu, je disais que même si on est dans un corps gros, d'avoir les opportunités comme si, mettons, notre corps, il serait pas gros, c'est un point de départ. Si on prend la peine d'être inclusif, moi, c'est sûr que en tant que citoyenne, quand je partage mon expérience, je me rattache à ce que j'ai vécu. Moi, j'ai la chance d'avoir fait du sport interscolaire au secondaire. J'étais sédentaire jusqu'à ce que je comprenne que c'était bon pour moi, puis que je fasse du sport parce que ça me donnait bien des bienfaits. Puis l'objectif, c'était pas de perdre du poids. Ça a été le symptôme, mais de me sentir inclus, malgré le fait que j'étais peut-être un peu moins rapide, un peu moins peut-être performante parce que je courais moins vite, je sautais moins haut. Euh, j'ai été inclus. Puis les personnes, ils m'ont jamais fait sentir à part parce que j'avais un corps gros. Ce que ça a résulté, j'ai commencé à aimer le sport, j'étais active, je me sentais dans un esprit d'équipe. Ça a changé un peu mon rapport au sport après cette expérience-là. Si, en tant que société, notamment dans la santé publique, je l'ai vu dans le chat, on se dote d'une priorisation à la promotion et à la prévention. On a le pouvoir de changer les choses sur bien des choses plus loin dans le continuum, puis tu sais, on n'est même pas rendu à la maladie. Euh, l'effet puissant, tu sais, peut-être que moi, là, dans ma vie, peut-être que j'ai surmangé, j'ai fait d'outre-mangeage parce que je me sentais différente en étant plus grosse, puis je mangeais mes émotions. Fait que le fait de manger mes émotions, ben, je grossissais encore. Mais juste d'avoir été acceptée dans une équipe de sport, ben, peut-être que ça a changé la donne parce que psychologiquement, je me suis sentie acceptée, je me suis sentie mieux. Je pense que de ne pas faire un traitement spécial pour les personnes avec un corps gros, d'avoir des objectifs réalistes, de prendre le temps de discuter avec la personne si on est professionnel de la santé pour voir c'est quoi les objectifs puis comment que la personne voit ça. Je pense que ça a le pouvoir de changer et de jouer sur différentes facettes qui n'est pas nécessairement juste le corps gros ou le fait qu'elle fasse du cholestérol ou peu importe. C'est il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on a un corps gros, on a dit la génétique, vous les savez tous, là, les habitudes de vie. Il peut y avoir des maladies aussi qui font en sorte qu'on cumule des graisses ou peu importe. Mais je pense qu'on est dans un système fast-food à gérer la maladie. Puis des fois, on ne prend pas trop le temps de l'humain derrière. Donc, si on prend le temps autant en tant que citoyen que professionnel ou en tant que chercheur, d'essayer de voir et de comprendre pourquoi la personne, notre ami ou peu importe qui, fait en sorte qu'elle a peut-être des comportements, je ne veux pas dire qui peut mener à l'obésité, mais on va se le dire, si on mange 4 paquets de chips par jour puis du fast-food, ben, le résultat de outre-manger va se répertorier sur le poids. Moi, je ne suis pas une personne qui met de la tête dans le sable parce que je suis une personne qui a déjà été plus pesante qu'aujourd'hui, puis j'ai une personne qui a été moins pesante qu'aujourd'hui, mais je m'en fous. C'est de voir les problématiques, ils sont ancrés. Puis en tant que société, je pense qu'il faut voir l'humain comme un tout. Puis il faut prendre le temps. Tantôt, je parlais de c'est facile de prendre un poids sur une balance, c'est plus complexe de prendre le tour de taille, prendre le temps de jaser avec la personne. Quand, mettons, ton médecin de famille a 20 minutes avec toi, puis qu'il y a toutes les autres choses à régler, bien, dans la société, il y a d'autres professionnels de la santé. Il y a des pharmaciens, il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, peu importe, nommez-les. Il y a plein de gens qui peuvent contribuer à la santé, au bien-être de quelqu'un. Puis si on travaille en équipe, si on se dote de plans stratégiques, je ne sais pas comment dire, national, d'une approche à la santé vraiment basée sur la personne, sur l'individu, qui embrasse la diversité corporelle, ben, puis l'humain, ben, je pense qu'on a le moyen de changer les choses, autant sur les préjugés, la grossophobie, mais sur bien d'autres problématiques qu'on peut identifier dans notre système de santé. Et c'est ça. Merci Virginie, merci Marion, mais vous comprendrez qu'on est ailleurs, là. On n'est malheureusement pas rendu là dans la réflexion qu'a la société québécoise, mais ce qu'on fait aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas tout régler là,
dans un dialogue, mais j'espère, encore une fois, on a des gens à la grandeur du Québec, puis je vois le chat, là, évidemment, les gens apprécient beaucoup de vous entendre, Marion et Virginie, mais j'espère qu'on aura planté des graines à la grandeur du Québec pour amorcer cette réflexion-là qu'il faut faire avec la population, comme tu l'as dit, Virginie, et non pas imposer des solutions et surtout pas imposer des concepts autour du poids qui sont complètement dépassés. Tu veux réagir, Benoît, peut-être? Oui, ben justement, Jean-Pierre, je pense que tu l'as bien dit. Là, pour moi, je peux parler pour moi, là, Marion, puis Virginie ont parlé pour elle aussi, mais moi, je parle pour moi comme chercheur. Là, je dois dire que le fait de travailler avec des patients, avec des citoyens, moi, ça a complètement révolutionné la façon avec laquelle j'approche les problématiques de recherche, puis j'en fais un élément central de mes projets de recherche dorénavant. Puis vraiment bravo à Vitam de mettre ça en place puis de valoriser ça. Parce qu'on le sait, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire pour faire la promotion de la santé. Ben, on le sait, là. Puis, il y a des gens au ministère qui réfléchissent à ça, puis qui nous écoutent parler, puis qui écoutent les travaux des chercheurs, puis qui font des belles campagnes, des belles politiques gouvernementales de prévention de la santé, puis des plans nationaux de santé publique qui sont basés sur essentiellement la promotion de la santé. Mais le problème, c'est que ces politiques-là ne sont jamais mises en place parce que ce n'est pas payant politiquement, parce que les gens ne prennent pas la parole sur cet enjeu. Puis il est temps qu'on le fasse davantage. Puis je pense que nous, la communauté de recherche qui sont à l'extérieur de la communauté médicale, bien, on a un rôle à jouer pour fédérer les gens comme Marion, comme Virginie, puis comme probablement des millions de Québécois qui veulent juste être en bonne santé, puis vivre, avoir des vies pleines et entières, puis d'en savoir un peu plus sur les déterminants de leur santé sans nécessairement aller faire la file pour avoir un médecin de famille pendant 3, 4, 5 ans. Là. Donc, je pense qu'on doit poursuivre la discussion, on doit se poser la question, bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce qu'on est capable de réfléchir, puis on est capable de créer des outils, des plateformes pour que les gens aient des bilans de santé, peu importe le poids qu'ils ont puis leurs habitudes de vie. Ben, il y a des gens qui vont développer des maladies, même s'ils font tout ce qu'il faut du bon côté. Puis il y a des gens, on pense qu'ils sont malades, mais finalement, ils sont en bonne santé, mais personne ne le sait parce qu'on n'a pas de tableau de bord individuel à l'extérieur du système médical actuel. Là. Donc, moi, c'est pour ça que c'est avec des conversations citoyennes comme celle-là que je me dis qu'il faut absolument se prendre en main la communauté scientifique puis faire quelque chose. T'sais, on est payé par le public. Là. Moi, mon salaire, c'est l'Université Laval, c'est le gouvernement qui le paye, là, puis on fait rien, on l'écoute pas les citoyens pour mettre de l'avant nos programmes de recherche. Puis ça, il est grand temps que ça change. Là. Donc, merci à Vitam d'organiser des dialogues comme ça, puis de nourrir la réflexion sur les changements de paradigme qui doivent s'opérer dans notre société. Thomas, je vois le temps filer, puis les deux personnes importantes dans ce dialogue-là, j'aimerais leur laisser le mot de la fin. Rapidement, Marion, quelque chose à ajouter avant que ça se termine, en t'exprimant dans un premier temps toute ma gratitude pour ta participation. Ben, merci. J'ai juste merci à dire à tout le monde. Merci d'avoir participé. Je vois les commentaires, puis je suis vraiment contente de voir que ça réagit, de voir que ça parle aussi à tout le monde. Je suis vraiment reconnaissante de ces échanges, puis de voir que, ben, tu sais, je suis contente en fait qu'il y ait eu beaucoup de monde qui a participé parce que je veux pas que ça fasse comme une chambre d'écho, un peu comme disait Benoît la dernière fois. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, mais c'est comme ça qu'on commence, puis ce serait un peu mon mot de la fin. Merci Marion. Virginie? Merci. Bien humblement, moi, je suis juste une goutte dans l'univers, puis je suis juste une citoyenne du Québec parmi tant d'autres. Je suis pas d'accord avec toi quand, Jean-Pierre, tu dis les deux personnes importantes. C'est vrai que Marion et moi, on est importants, mais on est dans un écosystème complexe quand on parle de la société, puis qu'on parle des préjugés, puis de la grossophobie. Je pense que toutes les parties prenantes sont importantes, autant les citoyens et les patients que les chercheurs, les cliniciens, tout le monde, les politiques, les décideurs, les organisations. Fait que moi, mon message, c'est qu'on a tous un rôle actif à jouer, puis il faut être proactif pour lutter contre la stigmatisation et les préjugés par rapport au poids. Le poids sur la balance,
c'est pas ça qui est important ultimement. Soyons tous des agents de changement parce qu'on est très important dans tout cet écosystème-là. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à changer les choses, un orteil à la fois. Ça, c'est mon dicton parce que je suis chercheuse sur le pied. Merci Virginie. Vite, vite, Benoît. Ah ben moi, je venais de le dire, Jean-Pierre, là, je savais que l'heure arrivait, là, donc je veux juste remercier encore une fois les citoyens de prendre la parole aussi, puis de lever la main quand on fait ce type de projet-là, de dialogue-là, puis quand on fait des projets de recherche aussi, puis merci de lever la main et d'être aussi généreux. Merci à vous deux, merci Benoît, puis merci aux gens qui sont restés jusqu'à la fin. Thomas, je te laisse le mot de la fin. Ah, mon Dieu, genre, il sera très court. Je pense que vous l'avez fait mieux que je ne pourrais espérer le faire. Merci énormément à vous, panélistes, puis notre animateur. Donc, simplement, on va se retrouver, nous, cet automne. On prend une pause estivale des dialogues et le prochain sera donc en septembre. Donc, restez à l'affût. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée et encore merci de votre présence aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bye.